Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de sport sur Dzel, premier rendez-vous sportif sur la chaîne. D'abord, en mon nom, je vous présente tous mes voeux de bonheur, de santé, de prospérité, bien sûr, au nom de toute la rédaction et de toutes les rédactions de Dzel TV qui entame cette saison télévisuelle avec un nouveau programme, le forum Dzel TV, le temps, Waqt al-Jazair. Un forum qu'on va commencer sportivement ce soir avec un invité de marque, un invité qui est rare et qui nous a fait l'honneur de s'exprimer sur notre antenne. C'est le président de la Fédération algérienne de football, monsieur Mohamed Rawraoua. C'est un forum qui va concerner tous les aspects, bien sûr, et tous les grands dossiers du football dans cette superbe année 2014. Vous le savez, une année où l'Algérie participera pour la deuxième fois consécutive à une phase finale de Coupe du Monde et pour la 4e fois de son histoire, mais pas que, parce que, et vous allez le voir ce soir, le football, ce n'est pas que l'équipe nationale. Le football, c'est la passion de tout ce pays. Et le football également, c'est la base, c'est les jeunes, c'est la formation, c'est les clubs. Tous ces dossiers seront très certainement abordés ce soir avec notre invité du jour, je vous le disais, le président de la Fédération algérienne de football, qui est à mes côtés, monsieur Mohamed Rawraoua. Monsieur Rawraoua, bonsoir. Merci d'avoir choisi Dzel pour vous exprimer en ce début d'année. C'est peut-être un beau cadeau de nouvel an que vous offrez à la chaîne. Merci d'être là ce soir. Merci Riyad et merci de me donner cette opportunité. Je ne commencerai pas non plus ce forum sans d'abord présenter mes voeux à tous les téléspectateurs de Dzel TV, tous mes voeux de bonheur, de santé, de prospérité, aussi à notre cher pays et à travers tous vos téléspectateurs, à tous les Algériens et toutes les Algériennes d'ici et d'ailleurs, que cette année de l'Algérie, plutôt que cette année, ça c'est mon dada, l'année de l'Algérie, que cette année 2014 soit celle du bonheur, de la paix et de la prospérité pour toute l'Algérie et son peuple. Merci de me donner l'opportunité pour parler football. Effectivement, le football est aujourd'hui occupe une place importante dans notre société. Et comme on le dit, c'est un facteur de cohésion sociale. Mais ça, aujourd'hui, nous constatons et nous avons vérifié cela sur le terrain au moins 2 fois consécutivement, comme vous l'avez dit, à la faveur de nos qualifications historiques à la plus grande compétition mondiale, en l'occurrence la Coupe du Monde. Nous savons ce que représente le football pour ce pays, pour son peuple et sa jeunesse. Merci à vous. Et puis, je tiens également à remercier les représentants de la presse nationale, presse spécialisée également. Le studio de Dzel est grand, mais apparemment pas assez grand pour pouvoir contenir tous les représentants de toute la presse nationale. Donc, je remercie messieurs de la presse qui feront ce soir ce forum, ce premier forum de la chaîne consacré au football et animé par la personne du président de la Fédération algérienne de football, mais également des invités de la Fédération qui sont là, le directeur technique national, le directeur technique adjoint et également directeur de la formation. Et bien sûr, le président de la Ligue nationale ou professionnelle, c'est comme ça qu'il faut dire depuis déjà 4 ans, n'est-ce pas, M. Kalbaj, professionnels de football qui sont avec nous ce soir. Merci à vous, messieurs, d'être là pour ce premier forum en ce 2 janvier 2014. Alors, M. Rawraoua, nous allons commencer ce forum tout d'abord par jeter un petit regard dans le rétroviseur et voir un petit peu le bilan de cette fédération avant de se projeter sur cette belle année, on l'espère, cette belle année 2014. Allons-y. Donc, nous, il me fait l'honneur aujourd'hui de parler du bilan de la fédération. C'est un bilan, c'est pas à moi de juger s'il est positif ou s'il ne l'est pas, ou s'il est moyen. Je pense que la famille du football, en premier lieu, lors de la prochaine assemblée générale qui aura lieu au début du mois de mars de 2014, appréciera le rapport moral et financier qui sera présenté à l'ensemble de ses membres et décidera de quel accueil lui accorder. Ceci dit, il est bien de parcourir un peu le chemin que nous avons pris depuis quelque temps, notamment depuis le début de ce mandat en 2009.
il n'est pas nécessaire d'aller plus loin en arrière, puisque chacun connaît les bilans et les réalisations qui ont été réalisées par le football national. Aujourd'hui, la fédération regroupe pas moins de 60 ligues, ce qui est assez exceptionnel. Il n'y a pas en Afrique et même en Asie et dans beaucoup de pays européens autant de ligues qui gèrent autant d'instances sportives, de structures qui gèrent tous les jours et tous les week-ends des compétitions. Aujourd'hui, dans le cadre de la politique de développement du nombre de licenciés, globalement aussi bien pour le football professionnel que pour le football amateur qui occupe une place très importante dans la vie footballistique nationale. Nous avons pas moins de 200 000 licenciés à peu près qui sont répartis dans les 60 ligues. Les gens ont tendance à voir uniquement le football professionnel, mais aujourd'hui, nous avons 2033 clubs dans ce pays, ce qui est énorme. Dans les 2033 clubs, depuis que nous avons permis à des associations de participer au football organisé sans avoir une équipe senior, sachez qu'il y a des dirigeants magnifiques qui ont commencé par faire des associations où il n'y a que les jeunes catégories, donc les écoles, les U13, les U15, les U17 et les U20, et ils sont au nombre de 357, ce qui nous laisse 1670 clubs qui ont des seniors. Ils sont répartis sur ces 60 ligues, ça vous fait à peu près 3000 matchs tous les week-ends qui sont organisés sur ce vaste territoire de notre cher pays, l'Algérie, et qui sont dirigés par pas moins de 5000 arbitres. 5000 arbitres qui ne suffisent pas déjà aujourd'hui à l'organisation d'à peu près plus de 300 championnats. Nous avons besoin de former très très rapidement à peu près 5000 arbitres d'urgence pour que nous puissions trouver des trios, arbitrer l'ensemble des rencontres qui dépassent les 100 000, 120 000 par an pour qu'ils puissent être administrés, dirigés par des arbitres avec le directeur et les assistants nécessaires. Le coût, bien sûr, de ces championnats est énorme. Aujourd'hui, l'État fait un effort particulier que nous remercions au passage à payer les droits d'engagement des clubs. Vous savez, les ligues ne reçoivent pas de subventions. Elles vivent uniquement des droits d'engagement des clubs et cela demeure insuffisant pour le fonctionnement. Mais nous faisons tous les efforts pour ne pas trop perturber les finances des clubs afin qu'ils puissent consacrer leur modeste subventions également à la formation et à la participation aux compétitions. Ceci est une autre histoire, nous y reviendrons si on a l'occasion. Par contre, on peut faire des comparaisons. Pour mesurer le niveau du développement de notre football. Bien sûr, il faut parler d'infrastructures. Aujourd'hui, on a à peu près 1 millier de stades homologués, mais ces stades ne sont pas au niveau des standards requis, y compris ceux des clubs professionnels. Excusez-moi, vous voulez dire qu'ils sont homologués, mais pas aux normes, pas tous? Absolument, pratiquement tous. Nous ne sommes pas aux normes des stades qui existent aujourd'hui pour les grandes compétitions. Il y a beaucoup de stades qui ont été engazonnés dans des délais relativement courts, mais en termes de moyens à l'intérieur des stades, pelouses, vestiaires, moyens de sécurité, salles de secours, de premiers soins, vestiaires pour les joueurs et les arbitres, etc. Il y a beaucoup à faire. Et d'ailleurs, nous en parlons tous les jours avec les structures concernées, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministre est très sensible à cela et il y a beaucoup d'actions qui ont été engagées dans ce sens, y compris par les collectivités locales. Nous n'avions pas plus loin que ce matin une réunion avec M. Louali d'Alger, que je remercie, qui va prendre des dispositions urgentes pour mettre au point les stades d'Alger pour nous permettre de bien assurer la programmation des clubs de la wilaya d'Alger. Vous savez qu'Alger est une exception. La seule ligue de wilaya d'Alger compte pas moins de 113 clubs, ce qui est énorme. Il y a des pays qui n'ont pas 113 clubs. Et si on y ajoute la ligue régionale, si on ajoute la ligue interrégion, nous arrivons autour de 250 clubs dans la wilaya d'Alger. Nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures pour abriter tous les matchs dans des conditions normales. Mieux que ça, nous n'avons pas
les moyens de faire assurer l'entraînement, et les entraîneurs qui sont là ou qui nous écoutent ou qui nous regardent comprendront. Il y a aujourd'hui des jeunes qui s'entraînent sur un quart de terrain et qui ne découvrent le stade pour une compétition que le jour du match pour tirer de leurs 18 mètres vers le centre ou vers les 18 mètres de l'équipe adverse, ce qui est anormal. Nous ne pouvons pas parler de formation aujourd'hui dans notre pays parce que l'infrastructure est en inadéquation totale avec les bases élémentaires de la formation, et là, personne ne me contredira, bien au contraire. Je vous donne un exemple sur les pays développés. À titre d'exemple, l'Allemagne a 6 300 000 licenciés. Je dis bien 6 300 000 licenciés, on est loin des 200 000 qu'on a. Il y a en Allemagne 26 800 clubs pour des milliers et des milliers de stades. Donc si on veut se mesurer déjà au niveau de l'élite, quand on se mesure à ces pays-là, il faut revenir à la base de formation qui produit tous ces joueurs-là. En France, pour vous donner le chiffre français, c'est 1 800 000 licenciés pour 20 000 clubs. En Espagne, c'est presque 800 000 pour 18 000 clubs. En France, c'est 20 000 clubs. En Italie, c'est 1,5 million de licenciés pour 16 700 clubs. En Tunisie, pour revenir dans notre région et faire des comparaisons, en Tunisie, c'est 52 000 licenciés pour 274 clubs. Et au Maroc, 165 000 pour 600 clubs. Au Ghana, à peu près 40 000 pour 280 clubs. Mais si on descend dans ces pays-là, vous voyez que le football interne n'est pas aussi important que le nôtre. Par contre, les équipes nationales, nous sommes tous, et d'ailleurs, vous le vérifierez en jetant un coup d'œil aux 5 pays qui se sont qualifiés à la Coupe du Monde, à 2 reprises, donc en 2010 et en 2014, en Afrique, les 5 pays qui se sont qualifiés s'appuient globalement sur des joueurs qui nous viennent des championnats de l'étranger. Il n'y a pas de miracle. Il y a très peu ou pas du tout de joueurs locaux. Côte d'Ivoire, il n'y en a pas du tout. Très peu ou pas du tout de joueurs locaux parce qu'il n'y a pas de formation à la base. Tout à l'heure, M. Saïd Haddouche, notre directeur technique, pourra dire un mot là-dessus. C'est pourquoi tout le monde galvaude le mot formation, revenir à la formation, aller à la formation. C'est facile à dire, mais c'est très difficile à mettre en œuvre sur le terrain. Pour cela, il faut avoir des centres de formation, on doit les construire. Pour cela, on doit avoir du personnel technique de qualité et très spécialisé dans la formation. Il faut les former, là on en parlera parce qu'on a un projet assez important et qui est déjà en chantier au niveau de la direction de la DTN de la fédération. Pour cela, il faut des moyens financiers pour gérer ces centres. Et aujourd'hui, par exemple en France, si la direction technique nationale française veut sélectionner des joueurs, ils vont aller voir dans les 32 centres des clubs professionnels. Ils ne vont pas plus loin. Parce que c'est une machine de production de joueurs de qualité qui ont des cursus pédagogiques bien précis et avec des stades de formation qui commencent depuis le plus bas âge. Aujourd'hui, on commence à faire jouer et à former les jeunes à partir de 16, 7, 8 ans, alors que nous, on commence à 13 ans à faire jouer les enfants dans nos stades et dans les conditions que nous connaissons. Donc, il y a une importante réforme à engager. Il y a, en concertation, bien sûr, avec les pouvoirs publics. Nous en parlons régulièrement, mais nous devons d'aller maintenant vers la mise en œuvre d'un programme réel de développement de la discipline qui ne saurait être uniquement du ressort de la fédération. Pour parler d'élite, nous avons lancé le football professionnel. Beaucoup de gens disaient qu'on s'est précipité, d'autres qui sont assez sages nous disent qu'il faut le temps. J'ai moi-même dit, il y a très longtemps, tout au début de cette histoire, qu'il fallait beaucoup de temps. Des pays qui ont 50 ans ont du football professionnel moyen. D'autres qui sont à l'apogée, si on parle de l'Angleterre, de l'Espagne, de la France, de l'Italie ou du Portugal, il y a des progrès énormes qui ont été faits, mais qui ont été faits pourquoi? Parce qu'il y a une politique de gestion du football professionnel très structurée, il y a un environnement économique important. Le football professionnel ne peut pas vivre sans argent. Donc quand on dit que les clubs algériens ont beaucoup d'argent, c'est faux. Parfois, toute la division 1 est peut-être l'équivalent du budget d'un seul grand club européen. Donc, c'est vrai qu'il faut ramener toutes les proportions, toutes les choses à leurs proportions réelles. Mais le vrai problème, c'est un problème de gestion.
Est-ce que nous pouvons aujourd'hui continuer à gérer des clubs professionnels avec des ressources humaines qui ont été amateurs et qui n'ont fait que de l'amateurisme? Il y a tout un stade de professionnalisation, y compris des dirigeants, y compris des personnels techniques. Aujourd'hui, nous nous sommes aperçus qu'il n'y a pas de vrais préparateurs physiques, par exemple, ici. Nos amis entraîneurs qui sont formés dans les systèmes des premiers, deuxième, troisième degrés ou même en formation universitaire à l'ISTS ne font que des petits modules de préparation physique, alors qu'aujourd'hui, c'est un diplôme universitaire très spécialisé que nous allons lancer et d'ailleurs que le ministère partage avec nous. Nous allons même lui donner une dimension universitaire. C'est la même chose pour les entraîneurs de gardiens de but. On prend des anciens gardiens, on les fait entraîner sans pour autant qu'ils aient une formation en adéquation avec le métier qu'ils vont faire. Et donc, pour cela, nous avons lancé depuis cette année, nous allons lancer à partir de maintenant, des formations pour les préparateurs physiques. Je parle de la formation fédérale, bien sûr, puisque la formation universitaire relève de l'État. Nous allons lancer de la formation pour les gardiens de but et nous lançons la formation d'un diplôme de formateur pour à peu près 300 entraîneurs sur les 2 années qui viennent, de manière à ce que ces entraîneurs puissent être affectés dans les futurs centres de formation. En termes de formation, à la fédération, on a formé pas moins de 3000 entraîneurs, un peu plus d'ailleurs, 3000 entraîneurs dans les diplômes fédéraux. Ceci a permis aussi de nous mettre au diapason lorsque je parlais des diplômes CAF. Certains techniciens ici étaient étonnés. Aujourd'hui, tout le monde court pour le faire parce qu'aujourd'hui, c'est le sésame qui permet à tout le monde de travailler, y compris à l'étranger. Nous avons vu nos entraîneurs étrangers qui sont à l'extérieur, dans d'autres continents, qui viennent courir faire, et c'est tant mieux, qui viennent ici faire leur diplôme de CAF ABC pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, on est à 600 licences A, à peu près 300 B, à peu près 200 C. Et c'est toujours en augmentation et c'est tant mieux. D'ailleurs, à la dernière réunion des présidents de clubs professionnels, nous avons déjà fait savoir à ces présidents que l'année prochaine, la direction technique nationale ne délivrera pas de licence aux entraîneurs qui n'auront pas les plus hauts diplômes pour entraîner dans le football professionnel et dans toutes les catégories. Donc nous voulons que le niveau de la gestion professionnelle, de l'entraînement des différentes catégories des clubs professionnels soit confié aux plus hauts diplômés, aux meilleurs formés, à ceux qui ont la plus grande expérience. Vous savez que pour passer la licence CAF A, il faut à peu près 10 années d'expérience, si mes souvenirs sont exacts. Donc cela suppose qu'il y a de l'accumulation et c'est le savoir que nos entraîneurs peuvent dispenser aux jeunes footballeurs et donc pour élever le niveau. Voilà globalement un peu pour le football professionnel. Il y a bien sûr un problème de financement et de gestion de ces clubs. Ces clubs sont gérés avec les moyens dont disposent les clubs, avec plus ou moins de ressources diverses qui viennent de différents endroits. L'État continue à soutenir le football professionnel. La loi de finances, théoriquement, a reconduit pour 5 ans l'aide. Nous avons aussi les droits télé qui ont été augmentés et nous pensons encore les augmenter, puisqu'aujourd'hui, les ressources d'un club de football professionnel, notamment de la Ligue 1, sont autour de 15 millions de dinars au moins, puisque une partie fixe est répartie pour 1 milliard et une autre partie variable sera distribuée. Déjà, l'opération a commencé. Sur la base du classement, comme cela se fait dans les pays normaux. Il y a des sponsors, notamment dans la téléphonie mobile, qui aident beaucoup les clubs, et il y a d'autres sponsors qui amènent de l'argent. Le problème est que nous avons des masses salariales et des effectifs très élevés. Vous savez que nous avons limité les effectifs à 25 joueurs. Les statistiques que nous avons sur la phase aller, par exemple, et c'est identique à toutes les statistiques que nous avions tirées il y a quelques années, et régulièrement, on n'utilise pas plus de 18-19 joueurs. Ce qui fait qu'au-delà de ce chiffre, les joueurs sont payés pratiquement pour rien. C'est pour cela que nous avons... 6 joueurs par club à peu près. Absolument, moyen de 7 joueurs par club ne participent presque pas au championnat. Je vais vous donner les chiffres. La moyenne d'âge est à peu près de 25 ans et demi aujourd'hui globalement. La masse salariale aujourd'hui est de presque 33 milliards par mois pour la Ligue 1.
Et les revenus, parfois, n'y arrivent pas, puisque sur les 32 bilans que nous avons reçus pour les faire analyser par la direction de la comptabilité des clubs, tous les clubs, sans exception, sont déficitaires. Tous? Je dis bien, tous les clubs, sans exception, sont déficitaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réduire les dépenses. Pour réduire les dépenses, il faut commencer par utiliser rationnellement les ressources humaines. Si au lieu de 7 joueurs qui sont payés pendant toute l'année pour jouer moins de 3% des matchs dans les clubs, il vaut mieux avoir des jeunes, des U21 ou des jeunes du club qui vont se préparer avec l'élite pour les remplacements. Je ne parle pas des primes de match. Les 33 milliards, c'est les salaires. Et si je ne parle pas aussi des charges. Aujourd'hui, les clubs ne payent pas les impôts, ne payent pas les revenus sur les salaires et ne payent pas les cotisations sociales, c'est-à-dire ne payent pas la CNAS. Il n'y a pas de raison, d'ailleurs, je m'adresse aux joueurs maintenant, parce que depuis qu'on a parlé avec les présidents de clubs de limitation de salaire et de mettre en place une grille de salaire, j'ai vu ici et là quelques voix s'élever pour dire pourquoi on limite les salaires. Moi, je vais dire pourquoi les joueurs ne payent pas d'impôts. Ce n'est pas des super citoyens. Pas de raison que le caméraman qui est là, ou le régisseur qui est à côté, ou la femme de ménage qui travaille dans ce studio le matin, paye ses impôts, paye la CNAS et que le joueur ne les paye pas. C'est tout simplement illégal, Monsieur le Président. Absolument. Alors, donc, qu'on revienne aux choses sérieuses, et les présidents de clubs, tous réunis, sans exception aucune des 32 clubs professionnels, ont adhéré pleinement et unanimement à la mise en place d'une grille des salaires qui est plafonnée à 120 millions. Je vous donne des chiffres, et des chiffres qui sont très édifiants. Aujourd'hui, pour tous les joueurs de Ligue 1, il y a 36,7% de joueurs qui touchent moins de 500 000 dinars. On est dans des 500 000 pratiquement nets, puisqu'ils ne payent pas d'impôts là-dessus. Nous avons à peu près 30% qui sont entre 500 000 et 1 million de dinars. Donc entre 50 millions et 100 millions, il y a 114 joueurs, à peu près 30%, 29,9% en réalité. Et il y a 33% de salaires supérieurs à 1 million de dinars. Bien sûr, ça varie de 1 million à parfois presque 3 millions de dinars. Moi, je ne suis pas contre qu'un joueur puisse toucher beaucoup d'argent. Il faut qu'il soit payé. Depuis que nous avons mis en place la Chambre de résolution de litige, il y a de cela 2 ans, c'est des dizaines de milliards que nous avons récupérés pour payer les joueurs. Sans l'intervention de la fédération, aujourd'hui, il y aurait des centaines de joueurs qui n'auraient pas été payés depuis plusieurs saisons, et notamment la saison dernière. Alors, un joueur, la recommandation que je donnerais, moi, à un joueur, c'est de dire il vaut mieux que je touche 50 millions par mois et que tous les mois, mon salaire est tombé dans mon compte et que tous les mois, j'ai payé l'impôt et je suis un citoyen comme tout le monde respectueux des lois de ce pays, que j'ai la CNAS et donc que je sois assuré, moi et ma famille, puisque un joueur peut avoir l'assurance pour ses enfants et pour ses ascendants, donc pour son père et pour sa mère, et pourquoi pas avoir déjà une disponibilité pour sa future retraite, même si au-delà d'une trentaine d'années, il va faire un autre métier, il aura déjà contribué à la caisse des retraites, un argent qui va lui servir en fin de carrière professionnelle, quel que soit. La carrière d'un joueur peut être courte aussi. Mais il peut aller faire entraîneur après ou peut aller travailler ailleurs. Si un joueur est intelligent, et je pense qu'ils le sont tous, ils vont faire des économies pour aller investir quelque part tout l'argent qu'ils gagnent aujourd'hui. Ce n'est pas nécessaire de prendre l'argent et de le dilapider. Nous parlons de gros montants. Nous parlons de gros montants. Je ne veux pas faire de comparaison avec d'autres métiers. Un entraîneur qui touche beaucoup d'argent ou un joueur qui touche beaucoup d'argent, c'est légitime et normal. C'est comme ça, le football, c'est des stars, c'est des techniciens particuliers. Je ne compare pas avec quelqu'un, un fonctionnaire ou autre chose. Il touche son argent, la seule chose, c'est qu'il faut qu'il soit dans la légalité la plus totale et pour sa vie privée, c'est à lui de s'organiser pour son avenir, qui effectivement, en termes de carrière professionnelle, est assez court, mais qui touche beaucoup plus que ce que touche un fonctionnaire durant 40 années de travail. Donc voilà globalement les recettes que nous avons. Pour les statistiques de jeu,
Les joueurs qui ont pris part à plus de 3 matchs, donc entre 200, à peu près 270 minutes de jeu, sont au nombre de 66%. Les joueurs ayant pris part à moins de 3 matchs sont de l'ordre de 27%. Il y a 104 joueurs en Ligue 1 qui ont joué moins de 3 matchs et il y a à peu près 7% de joueurs qui n'ont jamais mis les pieds dans un match officiel et ça, c'est pas normal. Donc, si vous conjuguez et vous étudiez ces statistiques, vous allez voir qu'il y a du gaspillage en termes de salaire. Si j'ai besoin d'une ossature, et là les entraîneurs savent mieux que moi, si j'ai besoin d'une ossature pour jouer tout le temps dans une compétition, j'ai un banc capable de m'apporter des remplaçants de qualité. Je n'ai pas besoin d'avoir une flopée de joueurs qui peuvent servir dans d'autres clubs. Et à ce moment-là, la masse salariale est aujourd'hui 90% des dépenses des clubs. Donc le vrai problème est là. Alors, je fais un appel, moi, aux joueurs pour qu'ils sachent que ce qui a été fait par la Fédération de la Ligue du football professionnel et par les présidents de clubs est d'abord leur intérêt. Parce qu'ils sont sûrs de toucher des salaires que la Fédération, à travers la Chambre de résolution de litige, garantit. Ils sont sûrs de toucher leur salaire. La seule chose, c'est que nous avons fait une proposition d'ailleurs au ministère de la Jeunesse et des Sports en la personne du ministre, que je remercie au passage pour toutes les contributions qu'il apporte et sa disponibilité à nous aider à développer le football professionnel. Nous avons décidé avec les présidents de club de faire une proposition à la CNAS pour payer un forfait sur l'arriéré, afin de partir sur de nouvelles bases et aussi de payer un impôt sur l'arriéré de manière à ce que les clubs, à partir de ce mois de janvier 2014, puissent établir des fiches de paye, faire les déclarations parafiscales normales et qu'on rentre dans la légalité aussi bien pour le club employeur que pour le joueur employé. Voilà globalement pour la Ligue 1. Pour la Ligue 2, c'est un tiers des salaires que paye la Ligue 1. Donc c'est 10 milliards, c'est 10-11 milliards de salaires par mois. C'est aussi beaucoup. En division 2, il y a moins de ressources. Il y a beaucoup moins de ressources. Déjà en droit télé, il n'y a pas. D'ailleurs, nous espérons, avec le développement des télévisions privées, et en collaboration avec le détenteur de droits, en l'occurrence la télévision nationale jusqu'en 2014, développer les ressources de ces clubs-là. Parce qu'il est anormal aujourd'hui qu'on ait 8 matchs de Ligue 1 tous les week-ends et 8 matchs de Ligue 2 tous les week-ends qui ne soient pas diffusés. Dans tous les pays du monde, le football professionnel est bien couvert, il est couvert par les télévisions et nous souhaitons... On peut voir par exemple une chaîne de télévision privée être diffuseur officiel d'un championnat professionnel de Ligue 2, pour le rappeler, qui est aussi professionnel que la Ligue 1. Nous, on ne voit pas d'inconvénient lorsque la loi le permettra. Aujourd'hui, votre télévision ne peut pas produire des matchs officiellement au stade et les retransmettre depuis le stade. Lorsque la loi de l'audiovisuel vous permettra de produire dans les stades et d'accéder directement au réseau de télédiffusion, nous serons les plus heureux si votre télévision et les autres télévisions privées, qui d'ailleurs en ont fait la demande, puissent retransmettre des matchs. Cela nous intéresse. Aujourd'hui, les images de notre championnat, qui sont la propriété de la télévision algérienne de l'EPTV, sont diffusées par toutes vos télévisions de manière illégale. Aujourd'hui, vous diffusez des highlights alors que vous n'avez pas le droit de le faire. Nous, ça ne nous dérange pas. Le propriétaire des droits est concerné par cela, mais nous sommes intéressés par une diffusion beaucoup plus importante et plus diverse de notre produit, qui est un produit qui doit assurer des revenus à nos clubs. Et donc pour participer à ces financements. En termes de ressources, cela augmenterait les capacités notamment de la deuxième division et pourquoi pas de la première division. Donc ceci pour clore un peu le dossier du professionnalisme. Aujourd'hui, il ne faut pas que nous, les Algériens, disons qu'il y a trop d'argent dans le football professionnel. Il n'y en a pas assez.
Si on doit comparer avec ce qui se fait chez nos voisins, alors que les championnats sont presque à l'arrêt, nous pouvons dire que nous sommes tout à fait en bas de l'échelle. Bien au contraire, il faut assurer des sources pérennes de financement du football professionnel pour qu'ils puissent payer des salaires corrects, être en règle avec la fiscalité et la parafiscalité, mais aussi de disposer des moyens pour former. Il faut un budget pour la formation. Maintenant, les subventions qui sont données par l'État, les aides des sponsors peuvent devenir des crédits liés, comme on dit, des crédits grevés d'affectation, dont une partie doit aller obligatoirement à la formation, une autre à telle activité, etc. Notre vœu le plus cher est de voir les futurs centres de formation naître le plus vite possible pour que nous puissions donner de la formation de base à nos joueurs et ne pas aller dans des stades et voir 4 équipes de jeunes s'entraîner sur le même terrain, divisé par 4. Il est impossible de former des joueurs de cette manière-là et ça, les entraîneurs pourront vous en parler mieux que moi. La deuxième chose est que nous avons besoin de temps pour que les clubs se structurent convenablement, aussi bien sur le plan de la gestion administrative et financière que sur le plan de la gestion sportive. Le cahier des charges est clair. Si aujourd'hui nous appliquons le cahier des charges, nous fermons tous les clubs et nous redevenons amateurs. Ce n'est pas là notre objectif. Notre objectif, et nous le partageons avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est d'accompagner nos clubs pour aller progressivement vers du vrai professionnalisme dans tous les domaines. Vous savez que la FIFA oblige les fédérations à aller de manière indirecte au professionnalisme. La licence de club FIFA est en cours maintenant. L'année prochaine, un club qui n'aura pas sa licence FIFA ou de confédération ne pourra pas participer aux compétitions internationales. C'est la dernière fois et nous avons déjà étudié les dossiers de 4 clubs qui théoriquement rempliraient les conditions premières, mais pas totales de la licence FIFA, à savoir Sétif, l'USM Alger, le Mouloudia d'Alger, qui encore... le CS Constantine. Le CS Constantine. Voilà les clubs qui aujourd'hui, nous risquons dans les prochaines semaines de voir la commission des licences attribuer 4 licences de clubs. Ça sera les premières. Mon vœu le plus cher, c'est de voir tous les autres clubs de la Ligue 1 arriver au même niveau d'organisation, au même niveau de réponse aux critères édictés par le règlement de la licence FIFA-CAF et ainsi faire avancer les clubs. Le deuxième problème qui est majeur, c'est que nos dirigeants doivent aussi structurer les clubs avec des directeurs techniques, faire appel à des techniciens compétents. Aujourd'hui, les chiffres sont éloquents. En Algérie, il y a de très bons techniciens et il suffit de leur donner le temps de travailler. Il faut qu'il y ait de la stabilité. Ça suffit de renvoyer un entraîneur chaque fois qu'il perd un match et de laisser les gens travailler. C'est pas le cas, c'est peut-être un record en termes de vaste d'entraîneurs cette année. Hein. C'est pas logique. C'est pas logique. Moi, si j'avais écouté les gens, j'aurais renvoyé l'entraîneur national juste après la Coupe d'Afrique des Nations, alors que nous étions à la veille d'aller à la Coupe du Monde. Maintenant, tout le monde est content puisqu'on est qualifié à la Coupe du Monde. Moi, je pense qu'il faut laisser les techniciens travailler, leur donner le temps de travailler, bien discuter les contrats au début, bien discuter les objectifs, être réaliste par rapport aux outils et moyens qui sont mis à leur disposition et les laisser travailler. Moi, je pense que nous avons de bons cadres algériens. Il faut leur laisser la possibilité de travailler et de parfaire leur formation. Ce n'est pas parce qu'on a 10 ans d'expérience qu'on est excellent ou qu'on est bon. Mais il faut donner le temps aux gens de travailler. Voilà, je ne finirai pas par dire que dans le football professionnel aussi, dans le football amateur, pardon, nous avons aussi mis des moyens énormes pour structurer les compétitions. L'État a fait des efforts considérables aussi, et qu'il en soit remercié. Le Premier ministre, que je remercie, Siad Melksellal, a donné des instructions pour que les droits d'engagement des clubs sur tout le territoire national soient payés par l'État et les collectivités locales. C'est ainsi que les championnats ont pu démarrer, même parfois en retard, mais cela a permis aux clubs de jouer au football sans pour autant se soucier des moyens financiers nécessaires à leur engagement dans les différents championnats. Il y a des subventions aussi qui sont données aux clubs et qui sont parfois conséquentes, y compris dans le football amateur. Actuellement, le ministère de la Jeunesse et des Sports dispose d'une cagnotte de pas moins de 300 milliards de centimes qui va être répartie aux clubs parce que c'est le cumul de plusieurs années. Avant, il y a des ministres qui ont gardé cet argent, qui ne l'ont pas distribué. Heureusement que le ministre qui est là a dit c'est un argent qui a une affectation précise. Nous allons le distribuer sur la base de critères, mais nous voulons privilégier
privilégier que les infrastructures. Tout à l'heure, nous allons parler de développement. Nous voulons créer des pôles de développement. Nous, à la Direction technique nationale, on a décidé de créer 8 pôles de développement à travers le pays. Et le ministère nous aidera à mettre en place des petits centres techniques régionaux à l'image de Sidi Moussa pour pouvoir former des sélections régionales, y former les entraîneurs, décentraliser totalement la formation et déconcentrer au maximum l'intervention de la fédération pour pouvoir multiplier toutes les actions positives que nous essayons de réaliser. Et avec tout cela, c'est avec les modestes moyens dont nous disposons, nous allons devoir, nous consacrons une grosse partie de nos revenus hors subvention à la gestion de la Fédération Elite League. À titre d'exemple, la Fédération reçoit une subvention de 35 millions de dinars, 350 millions de dinars, c'est-à-dire 35 milliards de nos centimes. Pour parler, c'est un peu moins de 3 millions d'euros. Je peux vous dire qu'une fédération voisine dépense 60 millions d'euros par an. Ça vous donne une idée de la disproportion qu'il y a. Alors que si on voit les résultats, le nombre de clubs, le nombre de licenciés, le nombre de compétitions organisées, on est à puissance X par rapport aux autres. Donc, il va falloir aussi que nous puissions former des gestionnaires dans nos différents championnats. Dans nos différents clubs, nous allons nous lancer, on a déjà commencé, des stages pour les administrateurs, parce que le club, c'est d'abord une administration, c'est une société. Nous allons former des directeurs techniques dans les clubs qui vont travailler, préparer le travail des entraîneurs dans leur métier. Nous voulons qu'il y ait c'est une obligation d'ailleurs, des directeurs de sécurité dans les clubs pour encadrer les supporters et aider nos services de sécurité. Permettez-moi de remercier et de féliciter l'ensemble des services de sécurité, notamment la Direction générale de la Sûreté nationale et la gendarmerie, pour les efforts qu'ils consentent tous les week-ends pour encadrer nos rencontres. Et ce n'est pas facile. Au-delà de tout ça, l'intérêt que nous avons, c'est qu'à partir de la direction technique, nous ayons une liaison, qu'on tisse une toile d'araignée avec les entraîneurs pour encadrer le football national. Le développement du football n'est pas l'affaire de la DTN ou de la fédération seule, c'est l'affaire de tous les entraîneurs qui encadrent les 2000 clubs, 2000 et quelques clubs dans ce pays. C'est un travail, les efforts doivent être conjugués, mais dans le cadre d'une stratégie bien définie, dont on pourra parler tout à l'heure, si c'est Saïd Haddouche, notre directeur technique national. Président, alors, voilà. Puisque justement dans ce forum qui va durer environ 1h30, 1h40, avant de passer à l'exercice des questions et des réponses avec les journalistes, juste pour contredire peut-être certains de vos détracteurs qui disent que vous êtes le président de l'équipe nationale de football et pas le président de la fédération. Ça fait à peu près 35 minutes que vous avez prouvé le contraire. Vous n'avez pas encore parlé de la sélection nationale et de la qualification, cette seconde qualification historique à une phase finale de Coupe du Monde. D'abord, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez préparé et comment va se jouer ces prochains mois avant ce fameux 17 juin, jour du premier match de la sélection à la Coupe du Monde. Ce sera face à la Belgique. Oui, juste si vous me permettez de clore définitivement ce volet de la formation, je disais que le point de base et le maillon de la chaîne indispensable est le formateur, donc est l'entraîneur. Sachez qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 5000 entraîneurs qui disposent de licence. Il y a à peu près 30% d'entraîneurs qui sont sur le marché, je veux dire sur le marché, qui sont en train d'entraîner dans des clubs et qui n'ont pas de diplôme. Je vous avais dit que nous avons formé à peu près 2600 entraîneurs sur la base des diplômes de la fédération, formation fédérale. Nos besoins aujourd'hui sont de l'ordre de 12 000 entraîneurs pour encadrer tous les clubs qui sont là. Nous avons besoin d'autant de préparateurs physiques et d'autant de gardiens de but. Chaque club a un minimum de 4 équipes, a besoin de 4 entraîneurs de gardiens. Ça fait par 2000, ça fait 8000, c'est très rapide à calculer.
Les 2000 clubs ont besoin de chacun d'un préparateur physique alors qu'il en faut 4, au moins pour chacune des équipes. C'est autant d'entraîneurs. C'est pour vous dire qu'on est très loin. On est à des années-lumière de la mobilisation des ressources humaines techniques nécessaires à l'encadrement de l'ensemble de nos clubs et de l'ensemble des équipes qui composent nos clubs. Alors, pour moi, je n'ai pas de détracteur. Parce que moi, je fais avec tous mes amis et mes collègues élus dans la fédération, élus dans les ligues, avec les présidents de clubs, et permettez-moi de les remercier en ce début de l'année, parce que dans l'ombre, il y a des femmes et des hommes et qui sont nombreux, qui travaillent pour que ce football puisse fonctionner. Et pour 98% d'entre eux, c'est des bénévoles. Ne l'oubliez jamais. Ces gens-là ont du mérite, qu'ils soient présidents de club, qu'ils soient dirigeants de club, qu'ils soient dans une ligue, qu'ils soient à la fédération. Tous ces gens-là doivent forcer le respect de nos citoyens parce qu'ils se bagarrent jour et nuit pour que ce football fonctionne. Et quand on voit les difficultés dans lesquelles ils se débattent, il faut leur tirer chapeau. Alors donc, quand on voit des gens qui exigent des résultats, qui exigent qu'on ait des équipes de l'élite nationale au-dessus des normes, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. On n'est pas encore un pays de football dans le sens de l'organisation moderne, de la structuration moderne, de la mise à niveau moderne. Nous sommes la preuve et que, comme je le disais tout à l'heure, les 5 pays qui sont aujourd'hui en Coupe du Monde à 2 reprises de suite font appel à 95% de joueurs qui viennent de championnats étrangers. C'est ça la triste réalité. Moi, je serai parmi vous un homme heureux et comblé le jour où la majeure partie de nos joueurs dans nos équipes nationales viendront de nos clubs locaux et qu'on fasse venir les meilleurs de l'étranger. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. Vous parliez de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde... Ah oui, nous sommes qualifiés, vous le savez, Monsieur le Président. Merci de me l'apprendre. La Coupe du Monde, les gens, je ne pense pas que ça soit aussi le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a un travail qui a été fait aussi bien en 2010 et c'est l'occasion aussi pour remercier tous les joueurs et le staff technique et tous les acteurs, les dirigeants qui étaient là déjà en 2010 pour aller qualifier l'équipe d'Algérie. Il faut aussi remonter à ceux qui ont qualifié l'Algérie en 82 et en 86. En 86, j'étais déjà là avec nos amis au Mexique. Et ensuite, il y a eu une longue période d'absence qui est due à ce que nous déclarons aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous n'avions pas des joueurs de qualité formés dans des grands clubs, formés dans des grands centres de formation et qui jouent à haut niveau dans des championnats étrangers, ça serait pas évident. Il ne faut pas qu'on se cache la réalité. Par contre, la Coupe du Monde, c'est un travail long, un travail de 3 ans. Vous savez que nous sommes passés par des qualifications très difficiles. Nous avons donc traversé ce chemin sinueux des qualifications pour arriver à un match barrage. D'ailleurs, un match barrage très difficile, puisque le dernier match barrage, pour moi, c'est le plus mauvais match qu'ait fait l'équipe nationale d'Algérie depuis de longues années. Mais c'est un match barrage. L'essentiel, c'était de marquer un but et de se qualifier. Le reste, on verra. Aujourd'hui, on savoure ce plaisir, comme tout le peuple algérien. Vous avez vu la joie, la liesse que cela donne à toute l'Algérie, que de voir son pays participer avec le Gotha du monde à une compétition magnifique, extraordinaire, unique, qui est le premier événement mondial en télévision, puisque nous sommes dans une télévision, et qui permet aussi d'affirmer une identité dans les arènes internationales. C'est 3 ans de travail, 3 ans de moyens mis à la disposition de cette équipe, 3 ans de sacrifices qui nous ont fait venir là. Aujourd'hui, il faut exprimer notre satisfaction parce que nous sommes venus pour la 2e fois. Et je pense que l'Algérie, aujourd'hui, doit se donner les moyens. Quand je dis l'Algérie, c'est aussi bien la fédération
que les structures qui accompagnent le football national doivent se donner le moyen pour qu'une qualification à la Coupe d'Afrique ou qu'une qualification à la Coupe du Monde fasse partie d'un objectif qui est normal pour nous. Il ne faut pas que ça devienne une exception. Il ne faut pas que ça devienne un exploit. Nous devrions, avec les moyens qu'on déploie, avec la qualité des joueurs dont nous pouvons disposer, aspirer à être présents tout le temps et représenter le continent avec les autres meilleures équipes. J'ai bon espoir que dans les prochaines années, le nombre de places en Coupe du Monde puisse être modifié pour qu'il y ait des places supplémentaires en Coupe du Monde pour l'Afrique. Et à ce moment-là, il y aurait encore un peu plus de places, peut-être une place supplémentaire qui nous permettrait d'augmenter les chances des pays habitués à y aller de manière régulière. C'est la même chose pour la Coupe d'Afrique. À propos de Coupe d'Afrique, nous aurons à nous préparer tout de suite après cette Coupe du Monde dont on va parler, puisque les éliminatoires vont commencer en septembre de cette année. Nous aurons 2 matchs officiels en septembre, 2 en octobre et 2 en novembre. Ça sera les 6 matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde qui aura lieu chez notre voisin, le Maroc. Et je ne pense pas que l'Algérie puisse être absente d'une grande CAN qui se déroule dans sa zone et qui se déroule dans un pays voisin. Et donc nous ferons tout pour que notre sélection figure parmi les 16 pays qualifiés qui seront là. Le système de qualification va être approuvé par le comité exécutif de la CAF le 24 janvier de ce mois dans une réunion qui aura lieu en marge du championnat d'Afrique des Nations à Cape Town en Afrique du Sud. Et normalement, il y aura 7 groupes de 4 équipes. Nous sommes dispensés des qualifications primaires. Nous jouerons directement dans ces groupes. Et les 2 premiers de chacun des groupes seront qualifiés. Donc 14 plus 2 pour arriver aux 16 équipes. La Coupe du Monde que nous préparons, pour nous avons déjà tout bouclé. On a bouclé notre lieu de séjour. Notre lieu de séjour est pas loin de Sao Paulo, une centaine de kilomètres. Nous avons déjà pris les dispositions nécessaires avec la FIFA et avec la société qui s'occupe de ce qu'on appelle les camps de base. C'est une filiale de la FIFA, les camps de base pour les équipes qualifiées. Vous savez que la FIFA affiche un certain nombre de camps de base dans une liste dans laquelle nous sommes obligés de choisir notre camp. Donc nous avons eu de la chance, nous avons trouvé un club pas loin de Sao Paulo qui dispose d'une batterie de 4 terrains et d'un hôtel de 32 chambres plus un deuxième hôtel en construction. Mais on a un hôtel obligatoire qui est dans le camp de base, qui est dans ce titre. Nous avons déjà donc confirmer notre participation avec la seule exigence que les terrains soient au niveau qu'il faut, au niveau standard d'entraînement, puisque maintenant tous les terrains, toutes les pelouses du Brésil qui serviront à la Coupe du Monde, aussi bien pour les compétitions que pour les entraînements, vont à la fin de leur championnat, qui se termine bientôt, être remis à niveau pour l'accueil de la Coupe du Monde. Donc sur ce point, nous avons terminé. Les villes où nous allons jouer, donc les 3 villes, Curitiba, Belo Horizonte et comment s'appelle Porto Alegre, nous avons déjà réservé nos hôtels, nous avons déjà réservé nos avions, tout le dispositif de déplacement est en place. Nous avons une délégation qui va partir encore au mois de février parce que la FIFA organise des ateliers très précis pour la préparation de la Coupe du Monde, aussi bien dans le domaine technique, dans le domaine médical, dans le domaine des médias. À propos de médias, nous nous sommes bagarrés avec la division médias concernée de la FIFA et nous avons pu, très difficilement, mais quand même obtenu l'équivalent du nombre de places que nous avons eu à la dernière Coupe du Monde. En l'occurrence, à peu près 60 journalistes et une vingtaine de photographes. Il y a 3 titres qui seront privés de participation parce qu'ils avaient pris 3 accréditations pour 2010 et qu'ils n'ont pas utilisées. Donc ça ne relève pas de nous. On a une centaine de demandes. Nous allons en concertation avec les structures concernées procéder à la répartition de manière à essayer de satisfaire tous les professionnels qui vont y aller. Le cas échéant, nous aiderons au maximum nos représentants des médias
pour ceux qui seront là à faire leur travail dans d'autres conditions. Il reste un problème et cela concerne votre télévision et nos amis des autres télévisions, y compris la télévision nationale. Les accréditations pour les TV holders, right holders, comme on dit, les télévisions détentrices de droits ou non détentrices de droits, doivent s'accréditer directement sur le système informatisé de la FIFA qui est déjà ouvert. Parce que pour les télévisions qui ont acheté les droits, c'est un système particulier parce que ça leur ouvre la porte à rentrer dans les stades, à rentrer dans les camps d'entraînement, à rentrer dans l'ensemble des espaces réglementés, tandis que ceux qui n'ont pas les droits ont juste le droit d'être dans les conférences de presse et filmer les extérieurs, etc. Voilà pour la Coupe du Monde. Moi, je pense que je vais précéder la question du staff technique et de l'organisation. Nous n'avons rien modifié à notre préparation. Le coach Faïd Al-Olubic est à sa place. Jusqu'à preuve du contraire. Il est en train de travailler avec les structures de la fédération à préparer la meilleure participation de l'Algérie. Et à titre d'information, le coach a signé un contrat écrit qui est à la disposition de tout le monde, dans lequel il s'est engagé à atteindre le deuxième tour de la Coupe du Monde. Et bien sûr, cela dépendra des capacités que nous aurons. Le contrat de l'entraîneur se terminera au lendemain de la Coupe du Monde. Ne remplira-t-il pas? Cela est une question qui lui a été posée. Il a un délai jusqu'à la fin du mois en cours pour nous rendre sa réponse. De toute manière, il y a des pays qui ont déjà annoncé ou qui ont déjà mis en place les successeurs de leur entraîneur qui sont déjà à la Coupe du Monde. Vous vous souvenez que Guardiola au Bayern avait été annoncé 6 mois avant la fin de la saison. Et il n'y a aucun mal à ce que nous puissions changer d'entraîneur éventuellement après la Coupe du Monde. De toute manière, la fédération est une fédération professionnelle. Elle sait prendre des dispositions qu'il faut quand il le faut et au moment où il le faut. Voilà. Merci, Président, pour donc cette présentation succincte du bilan de la Fédération. Également un petit mot sur cette qualification. Je le rappelle encore une fois, Mesdames, Messieurs, historique, successive, sous votre mandat, une phase finale de Coupe du Monde.